Non, alors ce que j'ai voulu, dans ce bouquin, en fait, ce que j'ai voulu marquer, c'est qu'on est toujours précédé, en fait. Donc il y a 4 chapitres qui parlent d'une période qui est assez peu connue, qui commence avec Saussure, et un peu avant Saussure. On a souvent dit, parce que Saussure était de Genève, parce qu'il était protestant, que l'alpinisme était une invention du protestantisme. Et en fait, on s'aperçoit, et ça c'est un aspect qui est assez peu connu, qui n'est pas tellement mis en valeur par les historiens habituellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de prêtres à l'époque qui ont participé, qui correspondaient avec Saussure. Et depuis les Alpes orientales jusqu'aux Alpes occidentales, le plus connu c'est le Mont Vélan, l'abbé Murite, qui était le prieur du Grand Saint-Bernard. Il y a un certain abbé Stanning dans les Alpes orientales aussi, qui est monté au sommet du Grossglockner, et c'est immédiatement après Saussure. C'est pour marquer un peu le côté œcuménique de la montagne, qui est assez peu connu. Il y a une phrase de Gilles qui dit « Bon, j'aime pas les Alpes, d'ailleurs l'alpinisme est une invention du protestantisme », et lui justement en tant que protestant, qui reniait plus ou moins sa religion, ses origines protestantes, il détestait l'alpinisme. Donc déjà, ça c'est pour montrer un peu donner un peu le paysage de l'époque. Et il y a une période qu'on appelle, moi ce que j'ai appelé l'ascensionnisme, c'est-à-dire que pendant une 50aine d'années, c'est plutôt des savants qui sont allés en montagne pour étudier donc la géologie, la glaciologie, et ils engageaient des locaux, des chasseurs de chamois. Et ensuite, effectivement, à partir de 1850, il y a un glissement. Peu à peu, on va en montagne pour le plaisir de l'escalade, pour le plaisir de l'ascension. Et c'est effectivement à ce moment-là la naissance de l'alpinisme. Et les savants, peu à peu, alors certains sont encore des savants, comme Tyndall, mais ils se transforment peu à peu en alpinistes. Ils viennent précisément de plus en plus non pas pour enfoncer un thermomètre dans la glace ou pour y étudier, observer la mer de glace, mais tout bonnement, ils trouvent un certain plaisir à mettre les mains sur le rocher, à grampouiller, enfin ils s'amusent. Et à partir de là, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler, de ce que Leslie Stephen a appelé un jeu. Et un Suisse moins connu qui s'appelle Eugène Rambert parlait de noble jeu. Et c'est là, le 1850, le début de la grande période, ce qu'on appelle l'âge d'or. Et alors il y a un chapitre, moi qui me plaît, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait sur les chasseurs de chamois qui sont devenus guides. Il y a un livre qui est assez peu connu d'un naturaliste suisse, von Schuli, qui a écrit 50 pages sur les aventures des chasseurs de chamois, et qui est assez extraordinaire, dans la mesure où on s'aperçoit que les types prenaient des risques déjà énormes, avec probablement des moyens assez exceptionnels. Il y a des histoires extraordinaires de types qui tombent dans un glacier, dans une crevasse, qui s'en sortent comme dans la mort suspendue, en rampant le long d'un corridor, d'un couloir, d'un boyau de glace. Ils se retrouvent dans une barre rocheuse, enfin vous voyez, il y a des tas de... Et ils partaient pendant plusieurs jours, et les Alpes étaient d'une certaine manière totalement vierges. Il y avait très peu de cartes, donc c'était un peu le Far West. Les Européens, à ce moment-là, il y a une grande période d'émigration aux États-Unis, et pour les Anglais et pour les Européens, les Alpes ont constitué pendant longtemps une espèce de grand espace sauvage, totalement vierge. Et dans cet espace, il n'y avait seulement que quelques chasseurs de chamois qui partaient avec le fusil, un cochon, pas grand-chose, un peu de farine, et qui vivaient qui allaient chasser pendant 3, 4, 5 jours. Des fois les types disparaissaient, on retrouvait leurs cadavres. Et il y a un voyage qui est très connu, c'est le voyage en Suisse d'Alexandre Dumas, où au passage à Chamonix, il y a un long entretien avec Balma. Et ensuite, il va chasser le chamois dans le canton de Glaris. Et il y a un épisode assez extraordinaire où le chasseur de chamois, parce que Dumas a un vertige terrible, le chasseur de chamois abat une bête, l'éventre, en tire un gobelet de sang et lui dit contre le vertige, c'est excellent. Et à partir de là, il a gardé son vertige, c'est ça. Alors là, il dit non, ça va trop peu pour moi, merci. C'est assez excellent. Et donc voilà, les chasseurs de chamois, après, ils deviennent guides, et on ne s'étonne pas en fait qu'ils aient très vite fait d'abord, parce qu'ils étaient assez peu impressionnés par l'univers qu'ils affrontaient. Ils avaient déjà l'habitude pour chasser la bête sur les glaciers,
ou dans des barres rocheuses. Ils chassaient le chamois souvent en octobre, en novembre, dans des neiges vierges. Ils n'avaient pas froid aux yeux et très vite, donc il y a une association effectivement, gentleman, et ce que j'appelle les velus. Pourquoi les velus? Évidemment, c'était des chasseurs, donc, et ce que j'appelle voyageurs et velus. Et l'association voyageurs velus était extraordinaire pendant une dizaine d'années. Et là, il y a toute la litanie des premières ascensions, et c'est là réellement que commence l'âge d'or de l'alpinisme. Mais alors c'est aussi pour la période de l'âge d'or, si j'ai bien compris, que commence à exister aussi l'alpinisme sans guide. Alors voilà, alors ça c'est un phénomène très particulier qui est lié qui est lié à la compagnie des guides de Chamonix, qui avait une espèce de monopole sur la voie normale du Mont Blanc. Et tous les touristes, à partir du moment où on arrivait dans la vallée de Chamonix par la diligence de Saint-Gervais, enfin de Salanches, on était obligé de prendre des guides. Alors c'était pas un seul guide. C'était tour de rôle qu'on avait, on choisissait pas son guide. Alors on ne choisissait pas son guide, on était obligé d'en prendre au moins 3 par tête de pipe. Ensuite, plus il y avait effectivement donc, de voyageurs solliciteurs, plus les tarifs montaient. Et il y a eu une espèce d'agacement de la part des Anglais qui se sont dit mais quand même c'est pas possible, on peut probablement accéder au Mont Blanc par une autre voie que la voie normale, que la voie historique. Ça veut dire que les Anglais, certains étaient plus forts que les guides pour leur... Alors il y a eu des épisodes où effectivement les guides, donc les Anglais embauchaient 6 à 9 guides, 3 par personne, et arrivés au Grand Plateau, les guides leur disaient bah non, les conditions ne sont pas très bonnes, l'orage menace, du coup les voyageurs dans la mesure où ils payaient rubis sur l'ombre, ben, ils insistaient, et puis finalement ils faisaient la trace, ils passaient devant, enfin bref quoi, il y a eu des... Donc après quelques épisodes comme ça qui ont plutôt un peu agacé les Anglais, ils ont essayé de trouver une autre voie d'accès au Mont Blanc, soit par le versant italien, puis Courmayeur, soit par le versant donc, de Saint-Gervais, qui est la voie actuelle, donc classique par les Guilles. Et en 1855, il y a un Anglais qui s'appelle Hudson qui a réussi, donc effectivement, après une tentative du côté de Courmayeur, où ils ont quand même monté jusqu'au Mont Blanc du Tapul, ce qui est assez extraordinaire, à partir du col du Géant. Ils ont laissé les porteurs donc, de Courmayeur là-bas au col du Géant, ils ont continué à 5, et ils sont allés jusqu'au Mont Blanc du Tapul. Là, ils se sont aperçus, ils se sont dit, mais il y a moyen de monter par l'arête des Bosses. Ils sont redescendus, ils ont passé donc, le col de la Seine, ils ont atterri, donc ils sont revenus sur Saint-Gervais, col du Bonhomme. Ils ont engagé donc, là des chasseurs de chamois, ils ont bivouaqué au pied de l'aiguille du Boutet, et ils ont fait non pas l'arrêt du Boutet, mais après ils ont basculé sur le Grand Plateau, mais c'était la première fois qu'ils accédaient, donc c'est en 1855, qu'ils accédaient, donc les chasseurs de chamois étant restés donc, à l'aiguille du Boutet, ils sont montés, eux, sans guide, au sommet du Mont Blanc. Et c'est le début, donc c'est un texte très célèbre, là où il y a une volonté, il y a un chemin, ils ont écrit cela en 1856, c'est resté, c'est un proverbe en fait, qui a été réutilisé maintenant. On parle beaucoup des Anglais, mais comment vous expliquez la prépondérance, enfin l'omniprésence des Anglais? Alors les Anglais, c'est assez simple. D'abord, les Anglais, ils ont quand même masqué le fait qu'ils avaient été précédés comme partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'anglophilie, voire anglomanie, une vague d'anglomanie assez évidente au XIXe siècle. Et en fait, bien avant les Anglais, il y a eu quand même plus d'une soixantaine de sommets qui ont été gravis par des Suisses, rien que dans les Alpes occidentales, sans compter tous les sommets des Alpes orientales qui ont été gravis par des Autrichiens, des Bavarois. Et eux ont commencé assez tardivement, on est passé donc du touriste beautiful, le touriste beautiful un peu béat, là, comme on peut en trouver maintenant assez fréquemment, mais bon, c'est tout. Alors, et on est passé au l'aventurier des cimes, enfin au gentleman des hautes cimes, on va dire. Marcheur plutôt alors à ce moment-là. Voyageur alpestre. Je veux dire à quel point les Anglais étaient devenus forts, parce que les guides étant d'ici, ils ont. Alors les Anglais étaient devenus forts. Alors là aussi, ça s'explique. Là, j'en fais tout un chapitre sur ce qu'on appelle l'hygiène du voyageur. En fait, la marche à pied, la marche rapide à pied était un sport national chez les Anglais depuis le XVIIIe siècle. Il y avait des paris donc, sur des marcheurs capables de faire tant de miles en tant d'heures. Et on s'aperçoit en fait que des types comme Whymper ou Moore étaient de très grands marcheurs.
Et à 40 ans, Wimper il s'est amusé donc à se faire chronométrer avant de partir en Équateur sur les volcans. Là, il est allé faire un petit Borazzo. Et il s'est fait chronométrer sur donc, une distance donnée. Il y avait 3 observateurs et il faisait quand même du 8 km/h en terrain plat. Et dès l'âge de 15 ou 16 ans, il faisait entre 40, lors de son dimanche, il faisait entre 40 et 60 km dans la campagne anglaise. Et tous étaient des grands marcheurs. Donc là, Hudson qui fait le Mont Blanc, donc sans guide en 1855, il avait fait quand même un aller-retour Saint-Gervais-Genève en moins de 24 heures. Ça fait quand même environ 130 km à pied, quoi, en moins de 24 heures. Alors pour ceux qui ont fait, je sais pas, entre 70 et... Enfin déjà, on commence à avoir les jambes dures à peu près autour de 35-40 km. À partir de 50, actuellement, c'est considéré comme une grosse étape. Quand vous arrivez à 60-70, ça commence à être violent. Alors imaginez quand même à 132. Donc ces types-là, quand ils allaient sur la voie normale du Mont Blanc, ben, évidemment, ils se baladaient. Ils avaient des jambes comme ça, ils avaient un souffle, ils avaient du cœur. Ils étaient en plus des types qui avaient entre 20 et 25 ans. En plus, ils faisaient énormément d'aviron. Ils faisaient partie des Oxford, Cambridge, les fameuses compétitions d'aviron. Donc ils avaient à la fois les bras, le cœur, les jambes, ils se sont promenés. Et en fait, s'il n'y avait pas eu les difficultés techniques, partout où il n'y avait aucune difficulté technique, et ben donc les Anglais, il n'y a eu aucun problème. Effectivement, que ce soit au Mont Blanc, Grand Paradis, sur les grands sommets, donc effectivement de l'Irlande, s'il n'y avait aucune difficulté technique, les types se promenaient. C'est Stéphane qui...